Bonjour à tous. Nous approchons de la fin de la semaine et je pense que c'est le bon moment pour vous parler des développements dans le processus de paix actuel entre la Russie et les États-Unis. Même si les médias occidentaux essaient de dénigrer ce qui se passe en ce moment, je pense que ce que nous entendons de Washington, Moscou et même Kiev nous montre que le processus de paix est bel et bien en cours, malgré tous les efforts des Européens pour faire échouer ce que M. Trump et M. Poutine essaient de mettre en place. Permettez-moi donc de vous expliquer cela en examinant 3 articles de journaux que nous avons récemment reçus. Je pense que si nous juxtaposons ces éléments, nous obtenons un aperçu assez intéressant de l'endroit où se situent aujourd'hui, en ce 22 mai 2025, les interprétations et les idéologies autour de cette guerre. Le premier article est celui-ci, du New York Times. Et vous savez, je n'ai pas une très haute opinion du New York Times, mais c'est toujours un bon journal à consulter, parce qu'on y trouve le récit officiel. On comprend ce qu'il est officiellement possible de dire et ce qui ne l'est pas. Et l'interprétation actuelle, c'est que la bonne société s'accorde à dire que Trump a une nouvelle position sur la guerre en Ukraine. Ce n'est pas mon problème. Donc apparemment, c'est nouveau. Je veux dire, apparemment, selon le New York Times, M. Trump jusqu'à présent assumait la guerre et le soutien à l'Ukraine. Et maintenant, il semble s'en éloigner. D'un côté, l'analyse en elle-même n'est pas trop mauvaise. Je veux dire, M. Trump menace de se retirer complètement du projet ukrainien. Mais la façon dont cela est présenté est bien sûr une farce, car Donald Trump, depuis longtemps, essaye, au moins à moitié d'une part, de présenter cela comme la guerre de Biden et comme quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer, et qui n'aurait jamais commencé s'il avait été au pouvoir. Il ne se lasse jamais de le répéter. D'autre part, bien sûr, il a pris des décisions que moi et d'autres interprétons comme des erreurs lorsqu'il a écouté de trop près certains de ses conseillers bellicistes, comme Rubio et Hegseth, au lieu de la faction plus réaliste de son cabinet, comme Witkoff, et certainement aussi Tulsi Gabbard. Et chaque fois qu'il s'est trop rapproché de la position européenne, il s'est en quelque sorte brûlé, ou a couru le risque de se brûler lui-même. Mais il semble maintenant, d'après ce que nous avons vu de l'appel téléphonique qui a eu lieu lundi, lorsque les 2 dirigeants se sont effectivement parlé, qu'il s'éloigne de ce feu, et c'est assez significatif. L'article du New York Times poursuit son analyse plus loin en citant une ancienne ambassadrice américaine, Bridget A. Brink. Enfin, son nom importe peu, mais elle l'a formulé d'une manière qui, à mon avis, illustre bien la façon dont l'Occident perçoit actuellement le déroulement des événements. Elle déclare, je cite, « La politique depuis le début de l'administration Trump a été de faire pression sur la victime, l'Ukraine, plutôt que sur l'agresseur, la Russie. La paix, à n'importe quel prix, n'est pas la paix. » C'est de l'apaisement. C'est bien sûr encore une de ces horribles affirmations utilisées pour justifier la prolongation de la guerre et pour justifier des actions encore plus escalatoires de la part de la Maison-Blanche. L'administration Biden utilise cela depuis les 3 années entières de la guerre, n'est-ce pas? Qu'on n'apaisera pas Vladimir Poutine et qu'on ne leur parlera même pas, n'est-ce pas? On n'ouvrira même pas de négociations ou de discussions. N'oublions pas que les négociations n'ont lieu que maintenant sous la nouvelle administration Trump. C'est donc bien sûr une école de pensée aux États-Unis qui, pour des raisons de propagande, mais aussi idéologiques, veut simplement redoubler d'efforts, n'est-ce pas? Toute la logique ici, c'est que nous n'en avons pas encore fait assez, n'est-ce pas? Nous ne devrions pas nous retenir. Nous devrions exercer plus de pression, même si la pression des 3 dernières années, y compris les sanctions, et surtout toute l'aide militaire, en gros, tout sauf l'évier de la cuisine sur le champ de bataille, n'a en réalité pas fonctionné. Mais ces gens ici
pense toujours qu'il faut simplement escalader davantage. Si on fait plus de guerre, alors on obtient la paix. Et si quelqu'un dit qu'il veut parvenir à la paix par la négociation, alors c'est de l'apaisement, parce qu'on cède au mal, n'est-ce pas? C'est cet état d'esprit. Et c'est aussi la manière dont le New York Times présente les choses ici, pour expliquer les échecs et tout ce que Trump fait de mal en ce moment. Et bien sûr, sur ce point, je pense que Trump a en fait tout à fait raison d'agir comme il le fait. Mais voyons ici, un peu plus bas, il y a un autre passage intéressant dans lequel l'article du New York Times affirme que M. Trump a laissé entendre, dans ses déclarations publiques, que son appel avec M. Poutine avait abouti à une sorte de percée. Mais il est vite apparu aux Ukrainiens et aux Européens que le dirigeant russe n'avait fait aucune concession à M. Trump, si ce n'est d'accepter de négocier. La Russie fait déjà cela, quoique sans grande conviction, en envoyant la semaine dernière une équipe subalterne à Istanbul pour des discussions avec les Ukrainiens. Maintenant, pourquoi est-ce important? C'est important parce que d'une part, c'est complètement bidon. Les personnes envoyées par le Kremlin ne sont pas une équipe subalterne, et je vous montrerai plus tard qui ils ont envoyé. Ils ont envoyé des négociateurs expérimentés, les personnes déjà impliquées dans les négociations en 2022, ainsi qu'une délégation de haut niveau composée d'experts dans leur domaine. Donc, les dénigrer en les qualifiant d'équipe junior n'a vraiment de sens que si l'on pense que les négociations de paix ne se déroulent qu'entre présidents de pays, n'est-ce pas? Parce que M. Zelensky est allé à Istanbul, n'est-ce pas? À contre-cœur. Il ne voulait pas y aller, mais il a finalement voyagé en Turquie. En réalité, il n'est pas allé à Istanbul, pardon. Il est allé à Ankara. Je me corrige. Il est allé à Ankara pour rencontrer Erdogan. Puis son équipe s'est rendue à Istanbul. Je veux dire, il n'a pas lui-même participé à ces négociations, mais son équipe, oui. Donc, le point essentiel, bien sûr, la manière dont ces personnes ont voulu nous présenter la situation ces dernières semaines, c'est que Poutine ne serait pas disposé à négocier, alors même que l'idée ou la proposition de ces négociations à Istanbul est venue, bien entendu, de Vladimir Poutine lui-même lors de l'un de ses discours nocturnes. Il a dit, en réponse à ce que les Européens avaient suggéré, et j'y reviendrai dans un instant, c'est lui qui a proposé. Négocions. Mais évidemment, dans la présentation occidentale, dans la présentation du New York Times, etc., il faut continuer à faire croire qu'on ne peut pas négocier avec Vladimir Poutine, qu'on ne peut pas négocier avec les Russes, n'est-ce pas? Donc l'astuce qu'ils utilisent maintenant, c'est de dire que parce qu'il ne s'est pas rendu lui-même en Turquie, contrairement à M. Zelensky, cela prouve qu'il n'est pas de bonne foi. Et tout cela, bien sûr, c'est un tas de foutaises. C'est de la pure propagande. Il faut aussi préciser, encore une fois, le fait qu'il y ait des discussions, de véritables négociations, c'est quelque chose que nous n'avons jamais eu sous l'administration Biden, depuis qu'ils ont saboté les négociations d'Istanbul en 2022, n'est-ce pas? Donc toute la présentation du New York Times. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement le New York Times. C'est le cadre occidental pour comprendre ce qui se passe. Toute la mise en récit consiste à dire que rien n'a changé. M. Poutine est toujours un va-t-en-guerre. La Russie ne veut pas de négociation. La Russie est assoiffée de sang et veut conquérir toute l'Ukraine. Et maintenant, Trump semble abandonner l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un processus de paix. Et je ne me lasserai pas de le souligner. La paix ne se conclut pas du jour au lendemain, pas plus qu'au cours d'un appel téléphonique de 30 minutes. La paix, c'est comme la guerre. Elle nécessite de la préparation. Elle se construit. Dans ce cas, il ne s'agit pas de mobiliser des troupes. Ce qu'il faut, c'est construire de la compréhension, de la confiance, du travail d'équipe. En fait, de part et d'autre de l'échiquier politique, de part et d'autre du champ de bataille,
pour parvenir à quelque chose. Et il me semble, plus j'observe la situation, que bien sûr, M. Poutine comprend très bien de quoi il s'agit, et M. Trump semble le comprendre aussi, du moins cette semaine. Si l'on veut mieux interpréter ce qui se passe, alors il faudrait comparer ce qu'a dit l'article du New York Times avec un article de Russia Today. Et n'oubliez pas, dans l'Union européenne, il est interdit de diffuser Russia Today. Donc ce que je fais ici, en vous montrant un article de Russia Today, enfreint en réalité les règles de l'Union européenne. Mais heureusement, je suis citoyen suisse, je ne fais pas partie de l'Union européenne, et je vis au Japon, qui n'en fait pas partie non plus. Et dans ces deux pays, il est encore tout à fait possible d'accéder à Russia Today. Il existe encore quelques pays libres, même au sein de l'Occident non libre. Mais cet article ici, écrit par M. Sergueï Poletaev, nous apporte vraiment un peu de clarté sur l'ensemble de la stratégie du processus. Bien sûr, les Russes, de leur côté, y mettent leur propre interprétation avec le choix des mots, etc. Poutine met fin à la mascarade. L'appel de Trump freine l'offensive diplomatique de l'Occident. Et il souligne quelque chose d'important dans cet article. Ce sont bien sûr les Européens et les Ukrainiens qui ont tenté de saboter le rapprochement américano-russe afin de mettre fin à la guerre, car tous deux, Kiev et Bruxelles, veulent encore continuer. Et le fait qu'ils ne veulent pas envoyer leurs propres troupes sur le champ de bataille, ils veulent pousser l'OTAN, et surtout les États-Unis. Ils veulent le soutien des États-Unis parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes sont de petites poules faibles qui tiendraient à peine un mois sur l'un de ces champs de bataille. Ce sont de petites poules faibles. Et les États-Unis, c'est la mère roi. Et il vous faut la mère loi pour y parvenir. Ainsi, M. Poletaev écrit que ce qui se déroule n'est pas seulement une conversation sur la paix, mais un affrontement plus large autour de l'influence et de l'orientation stratégique. Des visions concurrentes sur la manière dont le conflit devrait se terminer ou être géré s'entrechoquent en temps réel. L'Europe occidentale s'efforce de rester pertinente. L'Ukraine est prise entre urgence et incertitude. Et Trump, désormais au centre de ce bras de fer géopolitique, est courtisé par les deux camps. C'est très bien formulé. C'est vraiment très bien formulé. Les factions sont désormais assez claires, et la question est de savoir laquelle parviendra à rallier Donald Trump. Car au bout du compte, l'avis des États-Unis compte dans ce jeu de puissance militaire et de pouvoir économique coercitif. L'objectif principal, semble-t-il en ce moment, des dirigeants russes et américains est de parvenir à un accord qu'ils pourront ensuite imposer aux autres, les forçant à avaler une pilule amère qu'ils ne souhaitent pas. Permettez-moi de poursuivre avec l'article. Cela ne laisse aux Européens de l'Ouest qu'une seule véritable option. Convaincre Trump de revenir à leur programme, l'enfermant ainsi dans une politique qui n'est pas la sienne. Et l'on peut très clairement voir comment cela s'est déroulé ces dernières semaines, comment les Européens ont tenté de tendre piège sur piège. Par exemple, cet appel à un cessez-le-feu de 30 jours, que les Russes ont déclaré dès le début qu'ils n'accepteraient pas, car ils ont déjà essayé cela assez longtemps avec Minsk, et ainsi de suite. Ils ont dit, nous allons négocier, mais nous allons négocier pendant que le champ de bataille reste le champ de bataille. Surtout puisque nous sommes la partie gagnante, nous n'allons pas abandonner notre avantage sur le terrain pour être à nouveau trompés par vous. Ils ont donc été très très clairs. Et les Européens, bien sûr, comprennent cela. Ensuite, ils ont essayé, les Européens ont dit, vous devez accepter le cessez-le-feu de 30 jours sans condition, sinon, il y aura plus de sanctions. Et ils ont même réussi à convaincre Trump, à certains moments sur Truth Social et dans certains de ses discours, d'aller presque dans leur sens et de dire « oui, j'imposerai des sanctions si la Russie n'était pas honnête ». Cela a alors été immédiatement interprété par les Européens comme une victoire sur Trump.
Et il continue de pousser Trump dans un coin où, à cause de sa propre rhétorique, il est ensuite obligé de donner suite. Mais il a aussi évité cela, en faisant parfois marche arrière. Je veux dire, M. Trump, dans ce cas, heureusement, dit beaucoup de choses à de nombreuses reprises, puis change d'avis. Et une fois qu'il a changé d'avis, il peut alors suivre cette voie, ce qui le rend également imprévisible. Mais cela rend aussi le processus de paix imprévisible. Mais dans ce cas, le fait qu'il soit revenu en arrière et ait renoncé à certaines de ses propres menaces est en réalité une bonne chose. Ainsi, lorsque les Européens ont alors dit « Nous voulons un cessez-le-feu de 30 jours sans conditions préalables, puis nous entamons des négociations. L'Amérique, vous devez nous soutenir dans cette démarche. » Trump est resté silencieux. Et puis la semaine dernière, Vladimir Poutine a fait ce coup de maître en disant « Écoutez, je vous invite à Istanbul. Je vous invite à Istanbul pour venir négocier, n'est-ce pas? » Et ici, l'article dit que Poutine a fait sa contre-offensive. Il a publiquement invité Kiev à reprendre des pourparlers de paix directs à Istanbul. Et en fait, à ce moment-là, les États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il s'attendait à ce que M. Zelensky participe à cela. Et il s'attendait à ce que les Ukrainiens y aillent. Il a donc mis la pression sur les Ukrainiens, même s'ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas le faire. Et les Européens ont été choqués et ont dit « Ah, mais d'abord un cessez-le-feu ». Mais ils ont fait marche arrière. M. Poutine a réussi à inverser cet ordre et a dit « Non, 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 d'abord les discussions ». Et puis, lors des discussions, nous aborderons un cessez-le-feu. Avec cette proposition, selon l'article, le président russe a lui-même fixé les conditions des négociations. Oui, il a en fait inversé la situation. Il a court-circuité les Européens dans leur tentative de rallier Trump, et il l'a fait de manière très publique. Deuxièmement, il a également complètement mis l'Europe de l'Ouest à l'écart, car lors des négociations proprement dites, il n'y a bien sûr que des Ukrainiens et des Russes présents. Il n'y a pas de place pour les Européens. Il n'y avait pas de place pour les Européens à la table. Et lors de la conversation téléphonique directe avec M. Trump lundi, bien sûr, les Européens n'étaient à nouveau pas impliqués. Donc, c'est en fait un geste très intelligent de la part de Poutine et de Trump de jouer la balle entre eux et de simplement gérer l'Ukraine, n'est-ce pas, tout en tenant les Européens à l'écart, car les Européens, à chaque étape, essayent de faire dérayer ce projet. Monsieur, j'oublie toujours son nom, désolé. Monsieur Politev dit aussi qu'il y a une part de trolling diplomatique dans cette démarche. Car Vladimir Poutine a invité les Ukrainiens à venir exactement à l'endroit à Istanbul qu'ils avaient quitté en 2022. Je n'interprète pas cela comme du trolling. En réalité, si l'on regarde les actions de M. Poutine au cours des 3 dernières années, ce qu'il a fait, c'est qu'il a constamment gardé secret le résultat des négociations, les documents que nous connaissons maintenant. Et il a gardé cela secret pendant très longtemps. Je crois que c'était le New York Times qui a, d'une manière ou d'une autre, obtenu des copies de la version finale et les a publiées. Mais M. Poutine ne l'a jamais publié. Les Russes ne l'ont jamais publié. Il l'a montré à plusieurs reprises en disant « Nous avons ces négociations. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Et nous devrions y revenir. » Il l'a dit plusieurs fois. Et en réalité, il est simplement cohérent avec ce qu'il dit depuis 3 ans. Il m'a toujours semblé très clair que même bien après le début de l'opération militaire spéciale, pendant cette guerre, il faisait toujours référence à Istanbul, et pas seulement pour justifier ce qui se passe. Il continuait à l'utiliser comme un point de référence auquel on pouvait revenir. C'est ce sur quoi nous nous étions déjà le plus mis d'accord. Et nous pouvons voir maintenant, après 3 ans, que cette stratégie porte ses fruits. Il dit en fait, « Regardez, nous revenons simplement à ce que nous avions déjà,
et nous continuons à négocier à partir de là. Et nous négocions de la même manière. Et c'est ici que l'article remet les choses au clair. La Russie a envoyé à Istanbul une délégation relativement importante. Le chef du renseignement militaire, des hauts adjoints des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi qu'un groupe d'experts chevronnés. Donc, toutes les personnes, les technocrates qui sont compétents et connaissent les détails à régler, ou qui doivent continuer à être réglés et ajustés à partir de là où vous vous êtes arrêté en 2022. Et en fait, la bonne nouvelle issue de ces discussions, c'est que les pourparlers ont été plus substantiels que prévu, car les deux parties les ont qualifiés d'une certaine manière de constructifs. Ou du moins, ils n'ont pas quitté la table des négociations. Et il y a eu 1000 prisonniers qui seront échangés de chaque côté, 1000 contre 1000. C'est donc typique des négociations en phase initiale. On essaie de commencer par les sujets faciles à résoudre, où il est évident que les deux parties ont un intérêt commun. Un échange de prisonniers en est un exemple. L'échange des dépouilles en est un autre. Les deux parties ont intérêt à récupérer leurs ressortissants, n'est-ce pas? Et si vous proposez quelque chose de votre côté, il est très probable que vous l'obteniez de l'autre côté, car c'est une concession de faible niveau pour les deux parties. C'est une concession de faible niveau, et il est facile de procéder ainsi. Ensuite, vous progressez à partir de là. On appelle aussi cela la construction de la confiance, n'est-ce pas? Avec le temps, afin d'aborder les aspects plus substantiels, jusqu'à atteindre le cœur des enjeux au plus haut niveau, ce qui, pour cette guerre, nous a également été répété à plusieurs reprises par les Russes. La neutralité de l'Ukraine, pas d'adhésion à l'OTAN, aucune menace à la frontière et la dénazification, c'est-à-dire l'épuration des éléments d'extrême droite du processus politique ukrainien, n'est-ce pas? Je veux dire, tout cela, nous le savons déjà. Cela fait 3 ans que c'est sur la table. Mais ce sont les points litigieux, donc on commence par les plus faciles. L'article précise aussi, de façon curieuse, que l'Europe de l'Ouest n'a pas du tout été invitée à ces discussions simples. Aucun responsable de l'UMME n'était en Turquie. Les ultimatums lancés quelques jours plus tôt ont été ignorés par Moscou et par Washington. Donc, c'est vraiment ça le point important. Trump n'a donné suite à aucune des menaces européennes, car il semble heureusement comprendre que les Européens dépendent à 100% de ce que fait Washington. Donc, ce à quoi il doit faire le plus attention, c'est qu'il ne le pousse pas dans un coin où il ne veut pas se retrouver. Et nous allons en rester là pour cet article. Je pense encore une fois que si vous voulez vraiment avoir une vue d'ensemble correcte de ce qui se passe, il faut absolument comparer ces différentes analyses, parce que, honnêtement, l'article du New York Times n'est pas nul, mais il y a énormément de cadrage dans celui-ci. Alors que l'article de RT essaie vraiment d'entrer dans les détails et surtout de comprendre les jeux de pouvoir entre ces différents acteurs qui ont évidemment des intérêts divergents. Les Européens, en ce moment, si vous regardez The Guardian un instant, ils ont très peur. Ils ont très peur que le projet Ukraine ne fonctionne pas comme ils l'auraient souhaité. Ils présentent cela comme un problème d'unité. L'unité européenne contre Poutine serait en péril si Trump décidait d'alléger les sanctions. C'est bien la prochaine étape qu'ils redoutent. Que l'administration Trump, au lieu de renforcer les sanctions, commence à les assouplir, ce qui serait le signe ultime qu'il existe désormais une entente entre Washington et Moscou, que les Européens ne pourraient plus empêcher. L'article indique que les espoirs européens de voir Donald Trump accroître la pression sur le Kremlin se sont évanouis après l'appel téléphonique de 2 heures, sans résultat concluant, entre le président américain et M. Poutine lundi. Oui, c'est vrai, ces espoirs ont été anéantis.
Et c'est une bonne chose que ces espoirs aient été anéantis, car il s'agissait d'espoirs de prolonger la guerre et de continuer à se battre, ce qui n'est évidemment pas ce que M. Trump et M. Poutine ont tous deux déclaré vouloir accomplir. Ils veulent que ça prenne fin. La différence, c'est que M. Trump pense toujours qu'un cessez-le-feu est nécessaire à ce stade, tandis que M. Poutine dit « Non, 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 nous ne nous ferons plus avoir. Nous continuerons sur le champ de bataille, nous trouverons d'abord un accord et ensuite nous arrêterons, pas l'inverse. » Les Européens considèrent cela comme un argument pour continuer à armer et pour intensifier et faire monter la guerre de leur côté. Pour l'Europe, la question est « Et maintenant ?» Cette semaine, l'UE approuve son 17e train de sanctions contre la Russie. C'est assez... Je veux dire, c'est de plus en plus drôle, les Européens, genre. Si 1, 2, 3 ou 4 paquets de sanctions ne servent à rien, c'est sûr que le 17e fonctionnera. Laissez-moi vous lire ce passage. Il est également indiqué qu'ils ont imposé le plus grand paquet jamais adopté, visant la flotte fantôme de Poutine. Des pétroliers mal entretenus, utilisant des pavillons de complaisance, qui permettent à la Russie de vendre du pétrole à des pays comme l'Inde, en défiance des restrictions occidentales. Les Européens reviennent sans cesse là-dessus, parce que c'est tellement cher à leurs yeux, que même s'ils n'ont pas la capacité militaire, ils essaient vraiment très fort sur le plan économique. Et ça marche. Kaja Kallas dit que ça marche. Vous savez, l'économie russe est au bord de l'effondrement. Depuis 3 ans, ils nous disent que les Russes sont au bord de l'effondrement. Je veux dire, à ce stade, c'est pathétique. C'est tout simplement pathétique. C'était risible. C'était quelque chose à observer et à évaluer pour voir si c'était vrai la première année. Ensuite, c'était plutôt risible la deuxième année. Et maintenant, à la troisième année, c'est juste pathétique qu'ils s'accrochent encore à cette idée, à ce fantasme. Parce que l'économie russe se porte bien sur tous les fronts. Et en fait, vous savez, les Russes, surtout leur industrie militaire, sont en plein essor et leur progression économique continue. Je veux dire, même les données de la Banque mondiale montrent que les Russes s'en sortent bien. Donc c'est complètement fou. Le ciblage du pétrole et du gaz, au début, a eu un impact, a affecté l'économie russe, mais ils ont trouvé comment y faire face. Et la solution, c'est de traiter avec d'autres. Et les Européens, à ce stade, et d'ailleurs, cet article en est un bon exemple, vous savez, ils essayent toujours de présenter la situation comme si les Russes faisaient quelque chose d'illégal. Vous savez, une flotte fantôme. Une flotte fantôme n'est en rien une désignation officielle dans le commerce international. Ce n'est pas une convention de nommage en diplomatie internationale. Ce n'est ni une convention de nommage, ni un concept juridique. C'est simplement une interprétation absurde concernant des navires en haute mer qui effectuent des échanges commerciaux que les Européens préféreraient ne pas voir. Mais l'essentiel, c'est qu'il s'agit de commerce entre États tiers. Ces pétroliers transportent du pétrole de Russie vers des pays comme l'Inde, vers des pays qui souhaitent acheter du pétrole russe, et les Européens n'ont absolument aucun droit d'interférer dans ce commerce. De quelque manière que ce soit, le seul droit qu'ils possèdent, leur droit souverain, c'est d'interdire l'importation de pétrole et de gaz russe sur leur propre territoire. C'est leur droit. Ils peuvent le faire. Et ils peuvent imposer ces sanctions. Ce qui revient à dire, nous n'achèterons pas chez vous, nous ne vous donnerons pas notre argent, nous ne prendrons pas votre pétrole. C'est leur droit. Mais dire à des États tiers qu'ils n'ont pas le droit de commercer avec la Russie dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne, ce n'est pas leur droit. Ils essayent quand même de le faire, et ils appellent cela des sanctions secondaires. Mais les sanctions secondaires sont une mesure très draconienne, et elles peuvent se retourner contre eux de façon spectaculaire. La seule façon de faire accepter cela au grand public européen, c'est de présenter la Russie
comme continuant à faire quelque chose d'illégal. Ils ne font rien d'illégal. Ce qui est illégal, c'est l'Union européenne, qui tente d'imposer des sanctions aux navires d'autres États pour les empêcher de conclure des accords avec les Russes. Et je dois dire que, vous savez, la manière dont les Européens ont essayé de faire cela au début, c'était en utilisant leur pouvoir structurel sur l'assurance. En gros, toutes les grandes compagnies d'assurance maritime, les compagnies de réassurance, les plus grandes, se trouvent toutes aux États-Unis et en Europe, principalement en Europe, surtout au Royaume-Uni, et certaines aux États-Unis. Ce sont elles qui assurent ces pétroliers, car ces navires valent des milliards de dollars américains, n'est-ce pas? Il faut donc les assurer pour que cela soit viable économiquement et que ce soit sûr pour les commerçants. Et en interdisant à ces compagnies d'assurance et de réassurance d'assurer ces pétroliers, c'est ainsi qu'ils ont voulu exercer une pression et pensaient pouvoir entraver et paralyser complètement tous les pétroliers russes qui transporteraient du pétrole de la Russie vers d'autres États. Mais cela n'a pas fonctionné, parce que la Russie a mis en place son propre système de réassurance. Les BRICS ont travaillé sur des systèmes de réassurance. Ils ont obtenu des pétroliers et constitué une flotte qui est effectivement disposée et capable de transporter tout ce pétrole. Et ils sont autorisés à le faire en vertu du droit international et dans les eaux internationales. Ils peuvent circuler librement. C'est leur droit selon le droit international. Et là, les Européens sont tellement en colère que les Russes aient trouvé un moyen de contourner cela, que les Russes ne se soient pas simplement résignés et capitulés, mais qu'ils aient trouvé un moyen de contourner cette pression. L'article continue ensuite à parler. Vous savez, les Européens continuent à parler d'énergie parce que c'est un sujet qui leur tient beaucoup à cœur. Ce qui est le plus drôle ici, bien sûr, c'est que le Guardian affirme que les Européens envisagent maintenant d'imposer des sanctions aux entreprises liées à Nord Stream pour dissuader tout investisseur de tenter de réactiver l'un de ces gazoducs entre la Russie et l'Allemagne. Car il y aurait des discussions en coulisses. Ils ajoutent également que Nord Stream 1 a été rendu inutilisable après une série d'explosions sous-marines dont personne n'a jamais revendiqué la responsabilité. Je me suis dit, « Waouh, vous êtes vraiment doués pour présenter les choses. Vous auriez dû dire que personne n'a jamais la peine d'enquêter. » Ou bien, dont les Suédois, les Danois et les Allemands ont décidé de ne pas publier les résultats de l'enquête. Ce n'est pas seulement que personne n'a revendiqué la responsabilité, c'est que vous, les Européens, avez officiellement enterré cette affaire, parce qu'il est désormais parfaitement clair qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur, si ce n'est par l'OTAN, alors par des pays affiliés, d'une manière ou d'une autre, à des États membres de l'OTAN. Mais cela reste enterré, et doit le rester pendant de très nombreuses années, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ce qui s'est réellement passé ne devienne qu'une note de bas de page dans l'histoire. Mais ils y reviennent sans cesse. Donc, les Européens ont peur. L'article indique que l'Ukraine plaide pour des sanctions contre les pays étrangers qui achètent du pétrole russe, selon des documents divulgués de Kiev consultés par Reuters, comme cela a été rapporté mercredi. De telles sanctions secondaires, qui pourraient toucher de grands importateurs comme la Chine et l'Inde, constitueraient une étape importante. Voilà encore un exemple où ces articles sont tout simplement stupides. Car même si ce serait une mesure importante, ce serait aussi se tirer une balle dans le pied. Pensez-vous vraiment que la Chine et l'Inde resteraient les bras croisés et accepteraient que les Européens leur imposent des sanctions pour avoir traité avec une Russie qui leur est amicale envers eux, avec qui ils n'ont aucun conflit, et avec qui ils ont déjà affirmé à de nombreuses reprises qu'ils étaient amis et ne voulaient rien avoir à faire avec cette guerre. Si vous imposez des sanctions secondaires à ces pays, ils riposteront
et cela ne fera qu'empirer la situation pour vous. Donc, vous savez, l'Union européenne essaie maintenant de faire valoir son poids, ce qui sous-entend qu'elle en a. Mais ce poids diminue chaque semaine. C'est juste triste à ce stade. It's just sad at this point. So, of course, this is the dream of these people who have no clue about. Bien sûr, c'est le rêve de ces personnes qui n'ont aucune idée de la répartition réelle du pouvoir dans le système actuel. Mais c'est précisément ce que je veux souligner. Encore une fois, je pense que M. Politev a parfaitement raison dans son analyse de la situation. En ce moment, l'Europe de l'Ouest s'efforce de rester pertinente. L'Ukraine est prise entre urgence et incertitude. Et Trump, désormais au centre de ce bras de fer géopolitique, est courtisé par les deux camps. Et à mon avis, ils essayent toujours de maintenir le processus de paix, M. Trump et M. Poutine. Ils traversent maintenant ces différentes étapes nécessaires pour parvenir à un accord, en gros, les conditions de la reddition de l'Ukraine, qu'ils pourront ensuite imposer et faire comprendre que l'Ukraine devra accepter d'une manière ou d'une autre. Ce que cela sera reste incertain, d'autant plus que la question territoriale est loin d'être résolue. Je ne pense pas que les Russes céderont beaucoup sur leurs exigences. La seule chose que j'imagine que les Russes pourraient faire serait de reconsidérer leurs revendications sur les territoires qu'ils ne contrôlent pas encore, les territoires au-delà du Dniepr qu'ils ne contrôlent pas encore physiquement. Bien que, selon la constitution russe, ces territoires soient déjà considérés comme faisant partie de la Russie, c'est le seul endroit où je vois une quelconque marge de négociation territoriale du côté russe. Cependant, il faut dire que si Vladimir Poutine faisait cela, cela risquerait de mettre sérieusement en colère sa propre base électorale, ainsi que son armée. Alors peut-être pas, mais quelque part là-bas, quelque part autour du Dniepr, il y a une marge pour la négociation. On pourrait aussi envisager des modèles impliquant des casques bleus de l'ONU dans les territoires au-delà du Dniepr, qui font partie de Zaporizhia et de Kherson, etc., qui serviraient alors de zone tampon et seraient revendiqués par les deux camps, quelque chose dans ce genre. Mais pour en arriver à ce niveau de discussion sur les détails, il faut d'abord dépasser le stade de l'obstruction. Et le fait, encore une fois, que Vladimir Poutine ait été celui qui a pu ouvrir les négociations, il faut le noter, qu'il ait réussi à inverser l'approche des Européens pour rallier Trump et par conséquent à lancer les négociations. Est-ce donc un signe clair que la guerre va bientôt se terminer? Non, je ne le pense pas. Nous restons néanmoins dans un état d'espoir, du moins pour le moment, tant que Donald Trump évite d'être entraîné par les Européens dans leur manigance et de devenir un instrument des Européens pour faire pression sur la Russie. Tant que cela est évité, le processus de paix peut se poursuivre, car le processus que visent les Européens, et d'ailleurs aussi dans l'administration Trump, M. Kellogg avec son plan en 22 points, ce n'est pas un plan de paix. C'est une recette pour la poursuite de la guerre, car les Russes ont déjà clairement indiqué que ce qui figure dans ces 22 points, ce que propose Kellogg, commence par un cessez-le-feu, puis force essentiellement la Russie à capituler. Cela, bien sûr, n'est pas acceptable pour les Russes. M. Trump doit donc éviter cela. S'il le fait, il pourrait exercer son pouvoir et le mettre en avant. Il pourrait utiliser le poids des États-Unis pour obtenir de la Russie une concession en échange d'une répression conjointe contre l'Ukraine, tout en écartant complètement l'Europe. Et encore une fois, la partie la plus triste dans tout cela, ce sont les Européens, car ils jouent non seulement un rôle très triste de trouble-fête, ils sont, à ce stade, un trouble-fête. Ils essayent vraiment de perturber le processus autant qu'ils le peuvent. Ils sont aussi le petit poulet faible dans le coin, qui à ce stade n'est vraiment qu'une nuisance. Et c'est très triste à voir, surtout pour quelque chose comme l'Union européenne, qui était autrefois fière d'être un projet de paix. D'accord, je vais m'arrêter là,
Merci beaucoup pour votre attention et nous ferons une mise à jour à nouveau dans un avenir proche. Au revoir. Bye.